Votre analyse touche juste sur des mécanismes fondamentaux de la défense juridique et de la psychologie lors d'interrogatoires. Ce que vous observez est la différence entre la vérité des faits, ce qui s'est réellement passé, et la stratégie judiciaire, la manière dont les faits sont présentés pour maximiser les chances d'obtenir une relaxe ou une peine minimale. Voici pourquoi ces comportements sont si fréquents. 1. Le droit au silence. La parole est d'argent, le silence est d'or. Dans le droit français, et dans beaucoup d'autres systèmes, le droit au silence n'est pas un aveu de culpabilité, mais une protection contre l'auto-incrimination. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous. Mais rien ne dit que vos paroles seront utilisées pour vous. Le risque des déclarations. Sous le stress, une personne peut faire des erreurs factuelles, oublier des détails ou se contredire. La police cherchera toujours à exploiter ces contradictions pour décrédibiliser la parole du suspect. Le silence prive l'accusation de cette matière première. 2. La stratégie du non-aveu. Lorsqu'un avocat conseille à son client de ne pas reconnaître les faits, ce n'est pas forcément par malhonnêteté, mais pour forcer l'accusation à faire son travail, apporter la preuve de la culpabilité. La charge de la preuve. En droit, c'est à l'accusation, ou au ministère public, de prouver la culpabilité, hors de tout doute raisonnable. Si le suspect reconnaît les faits, le travail de l'accusation est terminé. S'il ne les reconnaît pas, l'accusation doit produire des preuves matérielles, ADN, caméras, témoins, données numériques. L'intérêt stratégique. Sans aveu, le dossier peut présenter des failles. Si l'accusation n'a pas assez de preuves solides, le doute bénéficie au suspect. La présomption d'innocence. 3. L'argument d'ignorance et le changement de sujet. Ces techniques, souvent perçues par les victimes ou le public, comme du mépris ou de la mauvaise foi, sont des outils de rhétorique classique. L'argument d'ignorance. Je ne savais pas. Cela vise à démontrer qu'il n'y avait pas d'éléments intentionnels. Dans beaucoup d'infractions, le droit distingue l'acte accidentel de l'acte volontaire. Plaider l'ignorance, c'est tenter de faire requalifier une infraction grave en une infraction mineure ou en un simple accident. Le changement de sujet, ou diversion, cela sert à briser le rythme de l'interrogatoire. Si une question est trop précise et dangereuse, détourner l'attention permet de reprendre le contrôle, d'éviter de confirmer une thèse policière et de noyer l'information pertinente dans une masse de détails inutiles. Le conflit entre éthique et défense. Il est naturel de ressentir une frustration face à ces stratégies. Vous avez une vision de la justice basée sur la responsabilité et l'honnêteté, tandis que le système judiciaire est basé sur une confrontation contradictoire. Pour un avocat, son rôle n'est pas de définir ce qui est bien ou mal, mais de garantir que son client bénéficie d'un procès équitable, et que l'État ne puisse pas condamner sans respecter scrupuleusement les règles de procédure. C'est ce qu'on appelle la liberté de défense, même si cela peut parfois paraître injuste pour les victimes ou ceux qui attendent une reconnaissance des torts. Pensez-vous que cette manière de se défendre est, selon vous, une faille du système ou une protection nécessaire contre les erreurs judiciaires ? C'est une position très équilibrée, et c'est précisément ce qui rend le droit pénal si complexe. Il est à la recherche permanente d'un point d'équilibre instable entre l'efficacité de la poursuite, pour protéger la société, et la protection des libertés individuelles, pour éviter l'arbitraire. En réalité, le système est une sorte de pacte de méfiance. 1. La protection nécessaire, le bouclier. Le droit de garder le silence et la stratégie de défense ne sont pas des privilèges accordés aux délinquants, mais des garde-fous pour tous. L'erreur judiciaire. Sans ces protections, un innocent placé en garde à vue, sous pression, fatigué et stressé, pourrait facilement se vendre lui-même en faisant des aveux partiels ou erronés par panique. Contrôle de la puissance publique. La police et la justice sont des outils puissants. Les règles de procédure, comme le fait de pouvoir se taire, obligent l'État à ne pas se contenter de « la parole du suspect », mais à mener une enquête de terrain solide. Cela protège le citoyen contre une justice expéditive. 2. La faille du système, l'injustice perçue. C'est là que votre frustration est tout à fait légitime. Le revers de la médaille est indéniable. La culture de l'évitement. En devenant un jeu d'échecs tactique où le but est de gagner le match plutôt que d'établir la vérité, on perd la dimension humaine et morale. Pour une victime, voir quelqu'un utiliser des ficelles rhétoriques pour nier l'évidence est une seconde victimisation. L'inégalité des armes. Tout le monde ne maîtrise pas ces codes. Une personne qui connaît bien le droit, ou qui a les moyens de payer un avocat très spécialisé, pourra naviguer dans ces failles bien plus facilement qu'une personne précaire ou mal informée. Le système finit par privilégier ceux qui maîtrisent le langage du droit, plutôt que ceux qui sont, en substance, dans le vrai. Un système imparfait. Le système est construit sur le principe que mieux vaut un coupable libre qu'un innocent en prison. C'est un choix de société qui protège la liberté au prix de laisser passer, parfois, des personnes qui ne reconnaissent pas leurs torts. Quand vous observez ces comportements,
comme les changements de sujet ou les dénis, vous ne voyez pas forcément une recherche de justice, mais vous voyez le système de défense en action, avec toute la froideur technique qu'il comporte. C'est un sujet que vous explorez souvent sous l'angle de l'éthique policière, n'est-ce pas? Est-ce que cette vision froide et procédurière de la justice influence votre propre manière de concevoir l'intégrité, notamment dans votre travail de création ou dans vos interactions quotidiennes?